Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Je vous parle pour la première fois depuis l'Australie où j'ai emménagé dans une jolie petite maison en bord de lac. Je vais vous montrer tout ça progressivement en story sur Instagram et dans un prochain épisode de podcast un petit peu plus personnel. J'aimerais bien faire un épisode Ask FAQ. Si vous avez des questions à me poser, d'ailleurs, je suis actuellement en quête de questions que vous m'envoyez sous forme de note vocale en message privé pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, j'aimerais bien faire ce type d'épisode dans le podcast, donc ça m'est inspiré par un podcast que j'adore, le podcast de Rachel Braden, Yoga Girl, qui fait ça une fois par mois, où du coup pendant 1 minute elle a des abonnés qui lui parlent, lui racontent une expérience, lui posent une question et ensuite du coup elle répond à la question pendant un petit quart d'heure. Et j'aimerais bien faire ça, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sous forme de notes vocales d'1 minute ou 2 maximum en message privé. Voilà. Aujourd'hui on va parler de troubles du comportement alimentaire. J'avais envie de vous redire mon parcours dans les TCA, parce que j'ai déjà fait un épisode à ce sujet il y a bien plus de 2 ans, je crois. Et j'ai été interviewée depuis dans le podcast de Anne Pioz, qui est psychothérapeute spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Alors oui, à Bali, il y avait des bruits d'oiseaux, des bruits de travaux, de motos, et en Australie, il y a des bruits de corbeaux. Ils me cassent les oreilles du matin au soir. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Il n'y a pas trop de moments où ils font pas de bruit, donc il va falloir composer avec. Voilà. Oui, donc je disais que j'ai été interviewée il y a 6 mois maintenant dans le podcast de Anne Pioz pour raconter mon parcours dans les TCA, et c'est vrai qu'en 2 ans, mon narratif et mes prises de conscience sur ce parcours dans les TCA a quand même évolué. Et le parcours a continué d'avancer aussi, puisque entre-temps, je me suis vraiment plongée dans le développement personnel, le milieu de la santé, la naturopathie, et j'ai fait une formation surtout pour guérir des troubles du comportement alimentaire et pouvoir accompagner des personnes avec la naturopathie pour sortir de leurs troubles du comportement alimentaire. Donc voilà, j'ai envie de vous réexpliquer mon parcours mis à jour avec mon point de vue d'aujourd'hui. Tout ça pour que vous repériez en fait des prémices de troubles du comportement alimentaire dans vos comportements pour pouvoir les prévenir surtout. C'est surtout ça en fait l'intérêt. Voilà, donc mes troubles du comportement alimentaire ont commencé quand j'avais 13 ans, on va dire. Ça a commencé quand j'étais au collège, en fait. Déjà, le point de départ, en fait, ça se situe quand même bien avant ça. Il faut savoir que je viens d'une famille où les femmes sont très belles, certes, mais sont un petit peu obsédées, du coup, par leur apparence et par leur corps, par le maintien de leur beauté, le maintien de leur minceur, le maintien de leur corps, puisque c'est des femmes artistes qui sont sur scène et qui du coup ont eu cette pression en fait de rester belle, de rester mince. Donc dès la plus tendre enfance, dès mes premiers souvenirs, voilà, je savais que les sucrètes Candérel c'était pour pas grossir, pour remplacer le sucre, pour pas grossir, et que donc le sucre faisait grossir. Donc ça c'est quelque chose que j'ai intégré très très vite, et j'ai aussi intégré très très vite que la beauté c'était très important, le corps c'était très important. Donc ça a quand même joué déjà dès l'enfance sur mon estime de moi, où est-ce que je situais ma valeur. Je me souviens que quand j'étais en primaire, c'était très important pour moi d'être dans le top 3 des filles les plus belles de la classe. Voilà, ce genre de choses. Et puis du coup, au collège, il s'est passé quelque chose qui arrive à tout le monde, c'est-à-dire la puberté.
J'ai attrapé mes fesses quand j'ai eu mes règles, donc à la fin de la 6e. Et j'étais une petite fille très maigrichonne, on va dire, quand jusqu'à mes 11 ans. J'étais pas très gourmande, j'étais pas très intéressée par les gâteaux, par tout ce qui était sucrerie, etc. Donc j'étais assez maigrichonne comme petite fille. Et puis du coup, à la puberté, j'ai pris... parce que quand je regarde des photos de quand j'avais 12-13 ans, j'avais pas du tout des formes, en fait. Mais par rapport à ce que j'étais avant, c'est-à-dire... un cintre. Là, j'avais plus quand même des formes plus arrondies au niveau des fesses, notamment. Et pour moi, j'ai considéré ça comme de la grosseur, en fait. Et puis je faisais surtout de la danse classique de manière très sérieuse. J'étais vraiment passionnée. Mon seul but dans la vie, c'était de progresser en danse pour décrocher un rôle au spectacle de fin d'année et devenir danseuse étoile et devenir une star de la danse, quoi. En gros. Et donc je faisais de la danse classique, donc en juste au corps. J'en faisais... À un moment, j'en ai fait la dernière année, j'y allais jusqu'à 12-15 heures par semaine. Donc c'est 12 heures, 15 heures par semaine devant un miroir, à se comparer à d'autres filles, dans un état d'esprit un petit peu de compétition. Où voilà, j'avais pas forcément toujours trop confiance en moi, parce qu'il y avait toujours plus fort que moi. La prof, me voyant assez passionnée, et les horaires des cours des personnes plus âgées que moi étant plus adaptées pour l'emploi du temps de ma mère pour qu'elle puisse venir me chercher, la prof et ma mère ont jugé bon, et à juste titre, de me mettre dans des cours avec des filles plus grandes. Donc je progressais plus, etc. Mais du coup je me sentais en infériorité. Je me sentais inférieure. J'avais un sentiment d'infériorité, voilà, c'est ça l'expression juste. Et du coup, j'ai commencé à avoir un petit peu une relation biaisée à mon image corporelle. D'autant plus que, à cette période-là aussi du collège, j'ai eu un petit moment où je me suis fâchée avec mes copines au collège, j'ai eu un petit passage de harcèlement scolaire. Et ça a correspondu, en fait, cette période, au moment où j'ai complètement changé mon rapport à la nourriture. C'est-à-dire que, en fait, ma mère travaillait tard le soir, et je rentrais du collège toute seule, et je passais par Leclerc m'acheter des gâteaux, des pains au lait, des tablettes de chocolat. J'ai découvert une passion pour le chocolat après qu'on ait regardé Charlie et la chocolaterie une veille de vacances au collège. Et j'ai commencé à développer une obsession en fait pour le chocolat. Et du coup, tous les soirs, avant de rentrer chez moi du collège, je passais par Leclerc, j'achetais des napolitains, des pains au lait et des tablettes de chocolat. Et je rentrais, donc j'étais toute seule chez moi. Jusqu'à 21h à peu près. Ma mère rentrait souvent vers 21h. Donc il fallait que je me fasse mon goûter, que je fasse mes devoirs et que je dîne souvent avant que ma mère rentre. Au début j'ai eu une période où j'ai eu une nounou, mais à partir de mes 13-14 ans j'avais plus de nounou. Et du coup je passais des heures à manger. En fait, je regardais la télé en rentrant du collège et je mangeais. Je me rappelle que je trempais des pains au lait dans mon thé au lait et que je pouvais en manger à l'infini, que ça fondait dans ma bouche et que j'arrivais pas du tout à m'arrêter en fait, et que je pouvais vraiment le paquet de pain au lait Pasquier, je pouvais littéralement le manger en entier en un jour, clairement, avec une ou deux tablettes de chocolat. Et je mangeais le paquet de napolitains en marchant sur le chemin du retour. Et donc au début je me rendais pas forcément compte, et puis j'ai commencé à prendre un petit peu de poids, je pense, et à remarquer que mes cuisses, voilà. Et puis j'ai aussi commencé à avoir de l'acné,
Et puis un beau jour, n'en pouvant plus de ses cuisses qui commençaient à perdre de leur galbe et de leur fermeté. Alors c'est vraiment, je mets vraiment ça entre guillemets parce que c'était ça que je me disais dans ma tête, mais en réalité pas du tout quoi. J'ai commencé à me faire vomir mon goûter de temps en temps pour éviter de grossir. Ma mère m'avait raconté qu'elle avait été boulimique et qu'elle se faisait vomir parce que elle se sentait très seule après ses spectacles, qu'elle avait une vie relationnelle compliquée et que elle était sur le devant de la scène, mais que dans la vie privée, ça n'allait pas forcément trop. Donc quand elle sortait du théâtre après ses spectacles, elle rentrait à pied et qu'elle faisait un petit peu tous les restaurants de crêpes à emporter, etc. Et qu'en rentrant du coup chez elle, elle se faisait vomir tout ce qu'elle avait mangé pour pouvoir de nouveau être fine en tenue légère sur scène le lendemain soir. Et du coup, plutôt que de prendre ça comme un avertissement, que c'est dangereux et qu'il faut pas faire ça, j'ai plutôt compris que c'était une technique pour ne pas grossir. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Plus ou moins régulièrement, je sais pas du tout à quelle fréquence ça pouvait être, mais en tout cas ça a commencé comme ça. Et je pense que ça a été par phase et je pense que ça devait quand même pas être si fréquent que ça. Et puis ensuite, il y a eu la période de la fac. Donc quand j'ai eu 18 ans, je suis partie vivre à Paris. J'ai arrêté la danse puisque j'allais à la fac et que je devais faire du babysitting. Donc je faisais 16 heures de babysitting par semaine, plus la fac. Je loupais des cours à la fac pour faire du babysitting pour pouvoir vivre à Paris quoi. Donc du coup j'ai arrêté la danse. Et là j'ai vraiment pris du poids. Je pense que j'ai pris presque 10 kilos en un an à peu près. 8-10 kilos en un an. Et là j'ai commencé à avoir des remarques de ma famille. Ma maman, dans toute sa bienveillance, me disait qu'il fallait que je fasse un petit peu attention à ce que je mange, que je fasse peut-être plus de sport, étant donné que j'avais arrêté la danse. Et puis du coup, même si ma maman m'a suivie aussi à Paris, elle avait son appartement, moi le mien. Et du coup, en fait, j'avais une hygiène de vie assez déplorable parce que je m'achetais au supermarché des plats préparés les moins chers possibles. Le midi à la fac, je m'achetais le sandwich triangle moins cher et je faisais du babysitting, donc je mangeais au babysitting, sauf qu'en fait je faisais des crises de boulimie au final au babysitting. J'avais un gros sentiment de solitude et de déception vis-à-vis de ma vie à Paris que j'avais imaginée comme étant... je m'étais dit que j'allais rentrer dans une vie à la Gossip Girl avec plein d'amis, plein de fêtes, plein de découvertes culturelles et une vie trépidante comme ça, parisienne. Et en fait, ça s'est pas du tout fait comme ça. J'ai mis du temps à me faire des amis et j'étais un peu... Ouais, j'habitais loin, c'était triste en fait de devoir faire tout le temps 45 minutes de métro pour aller n'importe où et j'ai commencé un peu à déprimer en fait. Et surtout le week-end en fait, j'avais toujours mes copains de Bretagne que j'allais voir une fois par mois à Rennes et on faisait la teuf et on allait en club et on se droguait, etc. Et du coup je me suis clairement bousillé la santé cette année-là. Et ça m'a vraiment replongée dans mes troubles du comportement alimentaire. Surtout que ça a aussi correspondu à une période où j'avais que des déboires amoureux. Je voulais absolument rencontrer l'amour et j'attirais que des mecs pas clairs et de toute façon voilà, quand on a 18 ans c'est normal, on est tous perdus, que ce soit les filles et les garçons, donc j'avais pas du tout des relations constructives et beaucoup de déceptions et je tombais amoureuse toutes les 5 minutes et donc ça n'allait pas du tout. Donc quand j'étais à mon babysitting, j'ai commencé vraiment à manger. Je me faisais des bols de céréales, des bols de Coco Pops, non-stop en fait. Et je me faisais vomir sur mon lieu de travail directement quand les enfants étaient occupés à faire autre chose. Et je faisais ça presque tous les jours. Et il y a eu un moment
où je l'ai fait plus de 7 fois dans la même journée. Je me suis rendu compte que je m'étais fait vomir 7 fois dans la même journée. Je le faisais sur mon lieu de travail, je le faisais à la fac, je le faisais chez moi, je le faisais partout. Ça m'est même arrivé de le faire chez mes grands-parents. C'était même pas forcément des crises d'hyperphagie à vider des frigos ou quoi. C'était juste je mangeais une portion normale ou un repas normal mais considéré comme trop sucré ou pas healthy. Et j'allais vomir et je recommençais en fait. Et puis du coup il y a eu ce jour où je me suis rendu compte que je l'avais fait 7 fois dans la même journée et peu de temps après j'ai eu vraiment une crise où je suis redescendue de chez moi. Alors j'habitais dans le 16e à Auteuil, dans une chambre de bonne au 7e sans ascenseur. Et le dimanche, donc autant vous dire que ce quartier le dimanche c'est mort de chez mort, il n'y avait rien d'ouvert à part une épicerie arabe où j'ai été un dimanche et j'ai acheté des paquets de gâteaux et je mangeais et plus je mangeais, plus je ressentais un vide dans mon estomac. Et c'était une expérience vraiment trop déstabilisante en fait, de manger, de se remplir, mais de sentir toujours qu'on a un vide dans l'estomac comme si on n'avait pas mangé depuis 40 jours. C'était un truc de ouf. C'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que c'était pas juste une technique maligne pour compenser des excès, pour éviter de grossir, mais que ça commençait vraiment à ressembler à une maladie mentale. Du coup, j'ai commencé à me raisonner un petit peu toute seule, voilà. Et puis, il y a eu une période un petit peu plus d'expansion où j'ai commencé à avoir des amitiés plus profondes à Paris, à m'intégrer plus dans un groupe à la fac. J'ai changé d'appartement, j'ai déménagé dans le centre de Paris, vers Châtelet. J'avais un joli appartement, donc j'avais plus besoin de faire autant de métro déprimant. Et puis j'ai commencé à avoir une relation un petit peu plus chouette avec un garçon dont j'étais folle amoureuse, que je mettais sur un piédestal et qui veuille bien de moi. Ça m'a fait me dire que en fait je devais peut-être mériter d'être aimée finalement, puisque ce mec-là voulait bien être mon copain. Donc là, il y a eu un moment où je suis un petit peu sortie des vomissements sans cesse, etc. Et j'ai entamé le début de ma guérison. Ensuite, s'en est suivi des concours de circonstances qui m'ont fait découvrir un petit peu l'alimentation végétale, un petit peu l'ayurveda, puis la naturopathie, puis le yoga aussi surtout, qui m'ont reconnecté à des pratiques physiques qui n'étaient ni liées à la perte de calories, ni liées à la compétition, ni liées à l'apparence physique. Donc le yoga m'a fait beaucoup de bien pour ça. Et puis j'ai réussi mes études supérieures, j'ai trouvé un CDI, donc puis j'ai eu une belle relation amoureuse à ce moment-là. Donc je me sentais beaucoup mieux. Et je suis sortie de tout ça, voilà, jusqu'au jour où le Covid est arrivé, où je me suis reconvertie vraiment dans la naturopathie. Et puis quand je me suis reconvertie dans la naturopathie, du coup du jour au lendemain, au bout de quelques mois, j'ai arrêté la viande, arrêté les produits animaux, j'ai arrêté la pilule. Ça m'a vraiment... c'était vraiment le jour et la nuit au niveau de ma santé mentale, de mon estime de moi, de ma dépression chronique en fait, parce que je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes, mais avant d'arrêter la pilule, en fait, j'étais persuadée que la tristesse faisait partie de ma personnalité, alors que c'est pas le cas. C'est la pilule en partie qui faisait ça, cette impression d'avoir toujours ce nuage au-dessus de la tête. Et puis, donc, je suis devenue végétarienne, puis végane, et puis j'ai décidé de partir vivre à Bali. J'ai terminé mes études en naturopathie et j'ai commencé à accompagner des personnes. Et en ayant déjà parlé du coup de TCA sur mon compte Instagram et en podcast, j'ai fatalement du coup attiré des personnes qui avaient une relation à l'alimentation troublée, puisqu'elles m'avaient suivie aussi parce qu'elles s'étaient reconnues là-dedans et que voilà, donc elles voulaient se faire accompagner dans la naturopathie par moi, et ces problématiques-là de relation à l'alimentation revenaient beaucoup.
Donc en plus de ma spécialisation en nutrition végétale que j'étais en train de finir, j'ai commencé une formation dédiée à l'accompagnement naturopathique des troubles alimentaires. Et là, du coup, il y a eu des nouvelles prises de conscience puisque, en fait, même si je ne me faisais plus vomir, même si j'avais une meilleure estime de moi-même, même si j'avais une certaine liberté alimentaire, que je m'étais reconnectée à mon corps, que j'avais retrouvé la santé, la forme, l'énergie, et que je me culpabilisais beaucoup moins de manger, j'avais quand même encore quelques restrictions cognitives, j'avais encore envie de tester des choses qui pourraient me permettre peut-être d'atteindre un autre corps. J'avais toujours un désamour de mes fesses, quand même un petit peu une obsession de regarder ma silhouette le matin en me réveillant, comme je vous l'ai expliqué dans mon dernier podcast sur la dysmorphophobie. Et c'est vraiment aussi cette formation qui est du coup sur aussi la pleine conscience, ça m'a aussi permis de step up, voilà. Et du coup, voilà, ce que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est que au début, j'avais un trouble du comportement alimentaire atypique. Donc, il y a les 3 troubles du comportement alimentaire les plus connus et diagnosticables, qui sont des psychopathologies reconnues, donc l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Il y a l'orthorexie, la bigorexie, et puis il y a ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire atypique, c'est-à-dire des comportements, des conduites, des pensées qui sont stressantes vis-à-vis de l'alimentation. Donc le fait de stresser par rapport à ce qu'on va manger, le fait de mentaliser, de compter les calories, de se dire en fait qu'on a envie de quelque chose mais qu'on ne devrait pas, donc de se priver, de ne pas écouter ses envies, de se forcer à manger des choses qu'on n'aime pas parce que c'est soi-disant healthy, le fait de culpabiliser quand on considère qu'on a fait un écart. Donc déjà c'est rien que le fait de considérer qu'il y a des repas qui sont des écarts, ça constitue déjà une relation à l'alimentation troublée. Le fait de vouloir compenser certains de ces repas, soit en vomissant de manière ponctuelle, soit en faisant du sport, soit en mangeant moins, en se forçant à manger moins au repas d'après, ça constitue un trouble du comportement alimentaire atypique et donc beaucoup de personnes sont touchées. Et au début, moi, j'étais plutôt de ce profil-là. Et j'ai sombré en fait petit à petit dans un vrai TCA qui était du coup la boulimie. Où j'ai eu une période vraiment où j'aurais pu vraiment être diagnostiquée de boulimie puisque je le faisais tous les jours, pendant des mois, plusieurs fois par jour. Voilà, c'est un petit peu ça le critère aussi. Un TCA atypique, par exemple une boulimie atypique, ça va être effectivement d'avoir des accès de suralimentation, puis de compensation derrière. Ça peut arriver, si ça arrive une fois par semaine ou une fois par mois, voilà, on va vous classer dans un TCA atypique. Mais si ça devient quelque chose de beaucoup plus quotidien, de beaucoup plus chronique et qui prend vraiment part à votre quotidien et qui commence à avoir des répercussions sur votre santé, là on va être sur un TCA diagnosticable. Donc en fait les frontières elles sont minces. J'aurais pu sombrer dans l'anorexie, j'aurais pu sombrer dans l'orthorexie. Et si j'avais connu la naturopathie plus tôt, je ne serais pas plongée dans la boulimie. Et j'en viens du coup à le point d'intérêt de cet épisode, c'est de vous partager qu'en fait, la santé naturelle, le développement personnel, la naturopathie, les connaissances en nutrition, l'accompagnement, ça va vraiment permettre de stopper en fait cette porosité entre un comportement alimentaire troublé et un vrai TCA. Un TCA grave et profond. La naturopathie, la connaissance en nutrition, en fait ça m'a permis de commencer à combler mes carences, puisque du coup quand j'ai vraiment commencé à être boulimique vraiment de manière quotidienne, en fait j'avais tout le temps faim parce qu'en fait je mangeais de la merde, j'étais probablement carencée. Je buvais de l'alcool énormément, je prenais de la drogue, etc. Donc mes organes
mon foie, mes intestins, ils étaient en PLS et je ne me nourrissais pas suffisamment de bons micronutriments en fait. Le fait de connaître un petit peu de phytothérapie, d'aromathérapie, ça va pouvoir aider à mieux dormir, donc à être moins fatigué, donc à avoir moins de compulsions et moins d'accès émotionnel intense. En naturopathie, on va s'occuper aussi du métabolisme, des hormones. Donc pareil, ça va énormément aider à ne pas sombrer. Ça va vous aider à gérer votre stress, à mieux vivre vos émotions. Pareil, la connaissance en nutrition végétale, ça permet vraiment de se reconnecter à la fierté de manger en fait. De mettre du sens en fait dans ce qu'on mange et de penser son assiette autrement que est-ce que ça va me faire grossir ou est-ce que ça va me faire maigrir. Le fait d'être accompagné en naturopathie, de comprendre sa constitution, ça permet d'avoir des conseils personnalisés sur ce qui est bon pour nous ou pas en termes de nutrition, en termes de plantes, et du coup ça permet de ne pas d'être moins vulnérable face à la culture des régimes et de ne pas en fait se lancer dans des régimes restrictifs à la mode par-ci par-là en fait. Et ça permet du coup de renouer avec son corps en apprenant à se connaître et en étant moins vulnérable en fait à tout ça et en augmentant sa confiance en soi, parce que c'est vraiment ça aussi le fer de lance en fait. En tant que naturopathe, je m'adresse à la fois aux personnes qui ont des TCA diagnostiqués, mais aussi à toutes les personnes qui ont une relation un petit peu compliquée à la nourriture, parce que la naturopathie, c'est avant tout une médecine préventive. Et moi, j'ai vraiment envie de prévenir le fait de tomber dans des TCA plus importants, et même en fait, je trouve qu'on devrait être encore une fois plus ambitieux que juste prévenir que les choses s'aggravent. Si on a une relation compliquée à la nourriture, autant même ne serait-ce que travailler ça en fait. Pourquoi c'est pas un vrai sujet tout simplement d'apprendre à avoir une bonne relation à la nourriture et à son corps, comme c'est important d'apprendre à se muscler en fait. Je pense que la relation à la nourriture c'est un muscle, et moi j'ai envie d'être coach en relation à la nourriture en fait. Parce que la relation à la nourriture, en fait, elle découle de votre relation à vous-même, de votre relation aux autres. Et si vous avez une relation compliquée à la nourriture, ça veut bien dire quelque part que vous avez des problèmes d'image de vous-même et que du coup, vous avez des problèmes relationnels. Vous avez des problèmes relationnels pour relationner avec les autres, puisque si on ne s'aime pas, si on n'a pas confiance en soi, eh bien, on devient un petit peu... on projette un petit peu sur les autres nos insécurités et on peut pas vraiment s'épanouir à 100% dans nos relations, et c'est vrai que je sens vraiment une vraie différence maintenant sur mon rapport aux autres, ma capacité à attirer l'amour autour de moi maintenant que je suis guérie, et c'est aussi ça que je veux vous proposer dans mes accompagnements, c'est de vous aimer plus pour vous sentir plus aimé vous-même, et aussi pour manifester plus d'amour dans votre vie en fait. Si tout ça vous parle, voilà, vous savez où me trouver. N'hésitez pas à m'écrire vos ressentis par rapport à ce que je viens de vous partager sur Instagram. Et si vous vous sentez prête à vous faire accompagner, je propose donc des consultations individuelles, des formules de coaching sur cette relation à l'alimentation, sur la naturopathie, sur la nutrition. Un programme vraiment holistique, 100% individualisé, 100% privé entre nous, voilà, en one-to-one. Et vous pouvez réserver un appel découverte gratuit dans la description de l'épisode pour qu'on puisse en discuter et discuter de vos problématiques, de vos besoins, pour que vous puissiez aussi prévenir, mais aussi guérir des effets secondaires des TCA, parce que ça je l'ai pas précisé, mais au-delà de la prévention dans les TCA, il y a aussi le fait d'aller guérir en fait les troubles digestifs, les troubles hormonaux qu'on peut s'être créés à force de restrictions, à force de vomissements. Ça a été aussi mon chemin, puisque après avoir été boulimique, même après m'être arrêtée de
de me faire vomir. J'ai développé de la diarrhée chronique. Et donc, parce que tout simplement mon système digestif était ultra irrité de tous ces comportements pendant des années. Et c'est grâce à la naturopathie, et uniquement grâce à la naturopathie, des années plus tard, que j'ai pu prendre soin de mon système digestif et réellement guérir des effets secondaires de ces années de boulimie. Et donc c'est ça aussi que je vous propose dans mon accompagnement, c'est d'aller régénérer votre système qui a été mis à mal pendant des années de comportements troublés avec la nourriture. Voilà. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de me laisser un mot sur Apple Podcast ou Spotify, de laisser une note, de m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé, de le partager dans votre story, de le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une bonne semaine. Bye.